Moi l'honneur. Merci, très cher. Plusieurs souvenirs. Déjà, en fait, quasiment que des souvenirs avec la nature quand j'étais jeune, parce qu'il n'y avait pas de télé, pas trop. On n'avait pas trop le droit à la télé. Il n'y avait pas de téléphone portable, pas d'ordinateur. Donc, par la force des choses, on était dehors. Moi, je me rappelle de mes collections de papillons. Je faisais J'étais fasciné par les insectes. On avait toujours une petite épuisette et puis j'attrapais les insectes que je faisais lamentablement mourir pour les mettre dans des boîtes. Je me rappelle de mes balades quand j'étais gamin dans des marécages derrière chez mes grands-parents. On traversait une forêt d'orties, on avait l'impression qu'elle faisait 10 mètres de haut pour arriver jusqu'à un espèce de marécage où on pataugeait avec des sangsues dedans. Alors c'est pas glamour, mais en fait c'est des souvenirs d'un contact direct avec la nature. En fait, c'est quelque chose qui était très, très simple et très sain en fait. Les balades en forêt avec mes parents le dimanche, ça de toujours. Aller chercher les champignons, les pissenlits, les mûres dans les prés. C'était très nature en fait. C'était très sain, très sain. C'était simple et puis nous on est resté là-dedans, même plus grand, quoi. Et toi? Alors moi, c'était par rapport à ma grand-mère. Elle avait un jardin et c'est vrai qu'on avait cette éducation. On mange ce qu'on cultive parce que je viens d'une famille ouvrière et il n'y avait pas forcément d'argent. Donc c'était ce plaisir d'aller cueillir les légumes et puis après les cuisiner avec la grand-mère sur la gazinière. Et ça, c'est vraiment un souvenir que je garderai à vie, en fait. Donc moi, c'est par rapport Toi, à c'est la cela. nourriture. Ouais, la nature, la nourriture. Oui, les balades, aller chercher le muguet, Ah oui, les jonquilles, c'est vrai. les champignons, tout ce qui était les mûres où après on faisait les confitures, les gelées. Et puis par rapport à cela, c'est vrai qu'on avait cette éducation où on vivait dehors, quoi. On n'était jamais à l'intérieur quand on était jeune. Je pense que c'est une génération qui a connu les balades. Une des dernières générations d'ailleurs, non? Peut-être. Et quand on allait dans les marais, c'était avec des cousins, avec le voisin, avec mon frère. J'ai commencé à me balader plutôt à l'adolescence seul. Mais quand j'étais enfant, non, parce qu'il n'y avait pas lieu de se balader seul. Il n'y avait pas de forêt, il n'y avait pas de champ à côté ou quoi que ce soit. Mais effectivement, on sentait moins cette inquiétude de laisser le jeune seul que maintenant nous, on peut ressentir en tant que parents, par exemple. Je ne laisserai pas ma fille se balader dans la forêt seule, par exemple. Moi, mes sorties en nature, c'était principalement avec les cousins et les cousines. Ouais. On n'avait pas forcément un adulte, puisque c'est vrai qu'il n'y avait pas cette crainte de nos parents de nous laisser. Et puis on était toujours accompagnés, donc ils savaient que s'il y avait un problème, on savait se débrouiller. Les balades en forêt, on les fait. Les balades dans la prairie, etc., on les fait. Les balades dans les friches industrielles, on les fait aussi. On fait un petit peu d'urbex. Quand on fait du jardin, on l'invite. Bon, elle n'est pas très jardinage, mais on l'invite quand même à venir avec nous. On ne la coupe pas du réel. Parce que dehors, c'est le réel. Les écrans, c'est pas le réel. Mais effectivement, je la laisserai pas seule. Et non, j'aurais pas de culpabilité de me dire elle loupe quelque chose, puisque on lui apporte quand même. Enfin, on pense qu'elle a besoin de ça, on lui apporte. En tant que parent, on est aussi dans une sorte de sécurité. On sait malheureusement les dérives qu'il y a. Est-ce qu'il y en a plus maintenant qu'avant? Plus médiatisé, oui. Est-ce qu'il y en a plus? Peut-être, ou pas. Mais en tant que parent, on a une sensibilité qui est différente. Donc comme on a une responsabilité différente, ça ne veut pas dire que les parents avant n'avaient... Mais ils avaient, je pense, pas la même notion que nous, on peut avoir. Parce qu'on n'était pas dans la même civilisation. La même société Mais aussi. c'était pas la même société. Hein. Ça, c'est sûr. Mais non, non, notre enfant, elle aime beaucoup d'ailleurs la nature. Petite, on a des photos d'elle où elle se met le nez dans des fleurs, elle sent, elle touche. Elle aime beaucoup les animaux également. Donc elle est très nature aussi. Elle a été sensibilisée très tôt. Donc, Elle est très très sensible en fait à l'animal, au bien-être des animaux. C'est quelque chose qui la touche également. Donc je pense que par rapport à ça, non, on n'est pas trop passé à côté de l'objectif
de la garder en lien avec le vivant. Et tu te souviens, quand on avait été... elle avait 3 ans, 3-4 ans, j'étais en train de faire l'entretien de sa chambre, je nettoyais. Et en fait, j'ai trouvé sous son lit des boîtes avec des animaux qu'elle avait trouvés morts. Et en fait, elle leur avait fait un petit cercueil. Et donc, il y avait le bourdon, il y avait un oiseau en décomposition. Mais elle avait mis des fleurs, elle avait fait des dessins. Et donc, pour elle, c'était la nature se respecte, le vivant se respecte. Ouais. J'étais surprise quand même, mais bon. C'était incroyable, ça. Sur la question que vous posiez, est-ce que la transmission par rapport à l'amour ou au respect de la nature, c'est important? J'ai même envie de dire que la transmission, c'est la base du rôle de parent. On éduque, on protège, mais on transmet. On transmet ce que nos parents, nos grands-parents, ce que les générations précédentes nous ont donné en termes d'héritage culturel, d'identité, et on se doit en fait de le transmettre à nos enfants. Je pense que c'est la base de l'éducation, la transmission. Pourquoi j'aimais plus les papillons? Peut-être pour les couleurs. Je préférais les papillons de nuit. Plus robustes, plus poilus, plus ternes, mais peut-être dans le camouflage, enfin, ça m'intriguait plus, ça me parlait plus. Alors après, je sais pas du tout, mais j'aimais bien petit, un peu l'esprit cabinet de curiosité. Donc ça rentrait un petit peu dans les boîtes à insectes, ça rentrait un petit peu dans ce compte-là. J'avais vu des boîtes à insectes au lycée Camille Claudel. Ma mère étant laborantine au lycée Camille Claudel, et j'ai été vraiment fasciné par toutes les boîtes d'insectes, les squelettes, mais je suis resté aux insectes. Je n'ai pas fait les squelettes. Mais non, il n'y a pas d'explication. Toujours un gros respect de la nature, sans être écologiste. Ou plutôt en l'étant naturellement, comme une évidence de respecter en fait la création, le vivant. Ça a toujours été ça, hein, nous. Très respectueux de la nature. Ouais. Comme une évidence. Voilà, on l'inculque à notre fille et c'est une évidence aussi pour elle parce que pour elle, on ne jette pas un papier à terre. Dès qu'elle voit quelqu'un, elle se dit mais il sort d'où Elle le reprend puis elle va ramasser le papier. Quoi. Elle va le mettre à la poubelle. Il n'y a pas eu un papier par terre. On n'a jamais jeté un papier par terre. D'ailleurs, nos parents nous ont éduqués dans ce sens-là aussi. Je pense que même il faut démilitantiser l'écologie. Parce que on a tendance aussi à avoir des gens qui sont peut-être un peu trop violents dans leurs propos contre les gens qui mangent de la viande, parce qu'on mange de la viande, contre les gens qui roulent en diesel, alors que ces gens-là prennent l'avion plusieurs fois par an, contre cette culpabilisation permanente en fait, des personnes lambda qui essayent de se débrouiller pour faire vivre leur famille. Et je trouve que l'idéologie écologique devient mortifère, alors qu'on devrait célébrer la vie et pas culpabiliser les gens de vivre. Après, il y a une responsabilisation à avoir. Les mecs qui polluent à fond les ballons, que ce soit en termes de pays ou que ce soit en termes de personnes qui vont jeter leurs détritus, c'est condamnable l'un comme l'autre. Mais je pense que l'écologie, ça ne devrait pas être un parti politique, mais ça devrait faire partie du programme de tous les partis politiques, de gauche-droite. Et là, le problème, c'est qu'on est trop dans une idéologie et pas assez finalement dans une logique de respect global, en fait. Et ça m'embête. Ça me frustre parce que, en fait, quand on parle écologie, les gens, ils ont tout de suite l'image d'un zadiste ou de quelque chose qui est quand même plutôt hardcore et qui est vraiment anti-société, alors qu'on peut très bien être parfaitement intégré dans la société et respecter le vivant autour de soi. Et c'est vrai que ça me peine un peu, cette idéologisation mortifère. Je te rejoins tout à fait. Merci. C'était déjà toucher la terre, toucher les matières et être tributaire aussi du temps. C'est-à-dire qu'on mangeait ce que la nature nous offrait, malgré le climat, parce que parfois il y avait des saisons qui n'étaient pas propices à la culture des légumes. Et c'était justement avoir patience. Cette patience qu'on retrouve moins maintenant, parce qu'on peut manger des légumes forcément pas de saison si on ne cultive pas local, j'ai envie de dire. Et ce rapport à la nature, d'être tributaire de cette nature qui attend à nous offrir si on prend le temps et si on donne de l'amour dans ce qu'on fait. C'est ça en fait qui me
me tient à cœur et qui m'a marquée, je pense. Alors, quand on faisait le jardin, je me souviendrai toute ma vie, c'est une taupe. Au moment où on allait récolter, je crois que c'était des choux, j'ai vu une taupe remonter à la surface. Et en fait, j'ai tellement eu peur. Et puis, c'était la première fois que j'en voyais une. Donc, c'est vrai que la rencontre avec la taupe, ça m'avait marqué. Je savais pas ça. Après, j'ai été dans une famille où il y avait... mon oncle faisait ses lapins lui-même, ses poules, où on tuait pour manger. Les chasseurs, hein. C'est une famille de chasseurs aussi. Donc, moi, j'ai vraiment baigné dans cela, quoi. C'est quelque chose qui est naturel, en fait, de vivre avec la nature. On essaie de consommer intelligent, et même dans notre vie d'adulte, pas dans cette surconsommation, non. Par rapport, je vous parlais aux légumes, fruits, on consomme local. Donc, on ne va pas chercher à manger des fruits et des légumes qui ne sont pas de saison parce que déjà, ça ne fait pas partie de nos convictions et j'ai été élevée comme ça. Donc, voilà. J'ai été élevée en cuisine, avec tout ce qui est les bocaux, les stérilisations, les confitures. Et puis, en fait... ce que j'aime avant tout, c'est que oui, on va faire la cueillette des fruits, des mûres, entre autres, et on fait des confitures et je partage. On va en donner à la voisine, à la petite mamie qui est toute seule, à la famille. Et en fait, c'est des partages, Tiens, entre amis, j'ai eu beaucoup de tomates, j'ai fait beaucoup de coulis de tomates. C'est un peu je te donne ça, et puis... c'est des partages en fait, et c'est vraiment ça que j'aime aussi. La première rencontre qui me vient, mais elle est plus tardive, quoi. Je sais pas si... Sans rentrer dans les détails. Sans rentrer dans les détails, mais j'ai fait la rencontre d'une biche, mais à genre 1 mètre de moi, aux étangs des Moines, près de la petite chapelle de Notre-Dame-du-Bois. Et voilà, j'étais parti pour prier, et puis je suis tombé nez à nez avec une biche, et... Alors, sans parler de signes ou machin, mais c'était quand même quelque chose qui était assez beau. Je viens de me regarder bien droit dans les yeux, et moi aussi, elle a dû se dire qu'est-ce qu'il fait là, celui-là. Et il y a eu comme du respect, en fait. J'ai même pas osé lui tourner le dos. Donc j'ai été à rebrousse chemin en la regardant jusqu'à ce qu'après elle s'en aille, mais j'ai trouvé que c'était une belle rencontre, mais c'était déjà... j'étais adulte, hein. J'ai vu un chat sauvage une fois aussi, près d'une ancienne base militaire en Belgique, me semble-t-il. Ma professeure, Madame Piette, je me rappelle. Je crois que c'était à l'Aragon qui m'avait dit c'est impossible, les chats sauvages, il n'y en a pas par ici. Gna, gna, gna. Je sais ce que j'ai vu, ça, parce que c'est très lynx, hein, le chat sauvage. Hein. Un énorme chat avec des oreilles en pointe en plein milieu d'une forêt. C'est pas le matou du coin, elle ne m'avait pas cru. Tant pis, ces adultes. Mais ouais, en fait, j'en ai eu plein, hein, des rencontres comme ça. D'animaux. On a vu une chouette effraie il n'y a pas longtemps. Très rare, on en a vu une. Ouais, j'en avais jamais vu étant gamin. Puis on en a vu une là en revenant de je ne sais plus quelle ville. Ramousie, c'était pas ça? Non, c'était Cartigny. Cartigny, le soir. Le soir. Une chouette effraie qui était sur un poteau électrique. Donc en fait, nous, on n'hésite pas à s'arrêter en fait. Oui, c'est un peu bizarre ça. En fait, on se dit, il y a des moments, quand on part au travail, moi je vois un beau lever de soleil, et je prends le temps maintenant de me poser et de regarder et dire waouh, profitons de ce qu'on a, quoi. Profitons de cette belle nature. Et moi, ça me rebooste, quoi. Enfin, je me dis, c'est magnifique, quoi. Et je prends photo aussi pour immortaliser. Moi aussi. En fait, la beauté fait du bien. La beauté en général. Hein. Quand on est dans un environnement qui tire vers le beau, même si la beauté est subjective, mais bon, quand on est entouré de bars de HLM tout gris, qu'il n'y a pas de verdure, rares sont les personnes qui disent « Waouh, qu'est-ce que c'est beau !» Par contre, il y a des belles architectures, si vous avez des petits villages, des toits pentus, des glycines en fleurs, il y a quelque chose qui se dégage de paisible. Et en fait, savoir profiter de cette beauté qui nous est donnée, qui est en plus entièrement gratuite,
Ça, c'est quelque chose, on ne paye pas, on l'a à portée de main, et de savoir en profiter. Et c'est vrai, de s'arrêter sur la route en se disant quel coucher de soleil, ou une ancienne maison avec là des arbres en fleurs, une allée d'hortensia, c'est magnifique. Nous, on s'arrête souvent, on n'arrive jamais en retard parce qu'on part toujours en avance. Il faut le savoir. Mais souvent, on regarde toujours, on regarde le paysage en fait. C'est un besoin. Et c'est source de bien-être. Et moi, avant de partir travailler le matin, en général, je pars vers 6h30, je fais mon tour de jardin. Pas en tant qu'inspection si tout va bien, mais juste pour aller voir si les plantes poussent bien, si les fleurs, si ça va. Voilà, un petit regain de nature avant de partir travailler. La nature, elle nous accompagne même dans le cimetière. Parce que on a beaucoup d'êtres qui sont partis, donc on va dans beaucoup de cimetières de l'Avesnois. Et parfois, il y a des gens qui jettent, mais vraiment, même pas dans la poubelle, hein, des fleurs, des plantes qui peuvent repartir. Et ce que je fais, c'est que je les récupère, je les plante et je fleuris des tombes de gens qui n'ont pas de visite. Et en fait, je réinvestis ces fleurs qui étaient destinées à une poubelle, où elles vont refleurir. Et on aime faire ça, en fait, refleurir des tombes. On voit qu'il n'y a pas de visite. Et moi, j'aime beaucoup, c'est l'art nouveau. Donc, c'est un art qui est quand même plutôt végétal. Et c'est vrai que je m'en inspire beaucoup dans notre décoration. Voilà. Moi, j'ai besoin toujours d'avoir des fleurs, un bouquet de fleurs. C'est vrai que toutes les semaines, il y a des fleurs bouquets ou autres à la maison. Alors, sèches ou pas sèches, hein, parce qu'après, là, ça va être un petit peu difficile, mais il y a toujours des fleurs à la maison. C'est pareil, je fais sécher des bouquets de fleurs, donc des fleurs, des pétales. Et après, je fais la confection de bijoux, donc avec de la résine, où je fais des marque-pages. Et ça fait toujours plaisir aux gens et c'est naturel. Ou alors, je conserve les pétales de fleurs et je les offre quand il y a des mariages. Au lieu de jeter des confettis ou du riz, et ben, c'est des pétales de fleurs naturelles qui... En fait, c'est un cycle. Je veux dire, ça fait un cycle de vie pour moi. Donc, c'est une rien ne se perd, tout se crée. Rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, rien ne se crée, tout se transforme. Et pour moi, quand j'étais gamin, je dessinais pas mal. J'ai arrêté après un moment et j'ai dessiné beaucoup. Bon alors, étant garçon, pas que de la nature, aussi des bonnes scènes de bataille bien médiévales, mais je dessinais aussi beaucoup et je peignais un petit peu des aquarelles d'orchidées, voilà, ce genre de choses. Puis après, on grandit, on oublie un peu, hein, on est un petit ado rebelle, et puis là, en vieillissant, effectivement, cette beauté de la nature que je retrouvais dans l'art, donc Anémone, elle m'a beaucoup sensibilisé à l'art nouveau, donc cette période fin 19e, très, très européenne, hein, avec des espèces de volutes, c'est très, très organique, très, très arrondi. Et ça m'a vraiment, vraiment bien plu, avec les affiches publicitaires de Mucha, par exemple. Et moi, j'aime beaucoup le médiéval. Et en fait, dans l'art gothique, il y a énormément d'influences végétales. Et justement, l'art nouveau, juste avant, il y avait ce qu'on appelait l'art and craft. C'était William Morris, je crois, en Angleterre, qui était un petit peu les prémices de l'art nouveau, mais qui était fort inspiré justement par le médiéval et le néo-gothique. Et en fait, je me rends compte que tout est lié. Et qu'il y a cette espèce d'esthétisation de la nature, et je trouve je trouve ça magnifique. Voilà. C'est beau, il y a une symbolique, mais en même temps c'est très figuratif. Ça peut très facilement se faire dans une maison, et je trouve que c'est ça remplit les pièces en fait. La nature, elle a horreur du vide, et moi le vide dans les maisons, c'est stressant, je trouve, quand tout est très épuré et très blanc. Enfin, moi, j'ai besoin que ça soit rempli, donc je me suis mis à dessiner sur les murs. Alors, je me suis mis à dessiner sur les murs quand j'ai eu accident de voiture suivi du Covid il y a 3 ans, donc j'étais un petit peu chafouin. Et puis je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, et puis j'ai commencé à peindre sur les murs. Donc au départ des petites frises, et puis après c'est devenu des murs entiers. Et puis voilà, j'ai même fait quelques petites décorations dans l'église Saint-Pierre à Fourmies. Voilà, c'est... toujours avec beaucoup de couleurs. Des belles fleurs peintes stylisées, tout le monde comprend que c'est des fleurs peintes stylisées. Ça, j'aime bien ce côté populaire et compréhensible.
Là, actuellement, tu as fait devant notre devanture de l'entrée, enfin, au niveau de la porte, les gens viennent frapper, s'arrêter Ah oui. et discuter avec nous. Et Ouais. je trouve que c'est un moteur aussi de communication. Ah oui. Ça permet de rencontrer des gens qui sont intrigués, qui nous demandent des conseils, qui trouvent cela beau. Et c'est des moments de partage. La nature nous rassemble, je crois. Moi, ce qui me vient quand je parle de la nature, mais ça c'est venu après, c'est sur le côté religieux, c'est que la nature c'est la création, et donc on se doit de la respecter tout simplement. Alors voilà, après sans rentrer dans les Ça fait partie détails de ta croyance, théologiques, c'est voilà, mais pour moi c'est, mais bien j'ai été croyant après, c'est-à-dire que la nature je l'ai respectée naturellement, et avec la croyance qui vient derrière, eh bien ça apporte une cohérence supplémentaire de dire mais je la respecte depuis toujours et je la respecte d'autant plus qu'elle est création comme tout être vivant. Donc il y a même un devoir moral, je pense. Quand on est croyant, de respecter la création. Nous, on est collectionneurs d'objets anciens, et notamment sur les cartes postales, des souvenirs de la guerre 14, etc., il y a toujours beaucoup de fleurs, et c'est vrai que chaque fleur a son langage et a sa symbolique. La pensée pour les défunts, le myosotis quand on est en deuil, le lys pour la royauté. Et ça, c'est vrai que c'est important aussi de savoir qu'il y a une symbolique derrière beaucoup de fleurs. L'encolie, c'est ça? L'encolie, c'est la mélancolie et l'amour fou. Voilà. Symbole d'une vieille famille italienne. Il y a plein de choses comme ça. Le coquelicot, on est plutôt pour les Anglais, c'est les Tudors. Le chardon, c'est l'Écosse. Le bleu est pour nos poilus. Pour nos poilus de la Première Guerre, effectivement. Donc, cet aspect symbolique, moi, je le trouve intéressant aussi. Je trouve que c'est un fil conducteur dans notre vie, la nature, parce que ça intervient aussi dans le côté de l'histoire que nous affectionnons particulièrement, du fait de notre foi, donc ça fait partie de notre vie. Et puis, c'est vrai que quand on en parle avec vous, c'est un fil conducteur, cette nature. Ça fait partie de notre vie. Moi, j'aime bien la chapelle de Saint-Iltrude, qui est dans la forêt d'Iessy, et qui est un lieu qui est très chargé, on pourrait dire, qui est assez... il est imprégné de quelque chose, il y a une petite fontaine qui coule au pied. Voilà, c'est une chapelle du 18e, mais bon, qui a été fondée sur un ancien lieu de culte, on suppose, antique. Et c'est beau. C'est vrai. Là, en termes de ressourcement, on se balade dans la forêt, et puis on doit monter cette grande allée où il y a des sapins énormissimes, c'est vachement sombre. Et puis au bout, on redescend un petit peu, puis là, il y a cette chapelle qui est dans la lumière avec la petite fontaine en dessous. C'est très beau. Les monts de Bève aussi. Monts de Bève, très beau. C'est magnifique. Ouais. Quand on voit les orchidées sauvages, alors... Mais finalement, tout l'Avesnois. Moi, je trouve qu'on a une région, mais plus que magnifique. Il y a des zones près des étangs à Anor, où il y a des parterres entiers de jacinthe bleue. L'odeur, elle est incroyable. On a découvert ça avec le père Bruno il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Et oui. En fait, tout l'Avesnois, surtout au printemps, a commencé à fleurir un peu dans tous les coins. L'automne aussi, c'est joli. L'automne, c'est beau. Mais le printemps, c'est vraiment... moi, j'aime beaucoup. Quand il y a les coucous, les jonquilles, il y a les jacinthes dans tous les sens. Mais j'aime dans mon jardin être ordonné. C'est-à-dire de pouvoir en fait aménager comme on veut en arrachant la mauvaise herbe, en laissant pousser l'une, en enlevant l'autre, en taillant. Et je trouve que c'est un petit peu comme un chef d'orchestre, mais c'est perpétuel, parce que ce qui est beau avec un jardin, là je parle d'un jardin de fleurs, je ne parle pas des légumes, parce qu'on a arrêté un petit peu les légumes, mais c'est qu'en fait, quasiment les 2 tiers de l'année, on a des fleurs, mais qu'elles arrivent à des moments différents, donc il faut savoir connaître en fait les espèces pour pouvoir les associer, couper quand il faut, tailler quand il faut. Et je trouve que c'est comme disait Anémone, c'est un renouvellement permanent de la vie, avec toujours plein de belles couleurs, et vraiment faire mon petit jardinage, prendre 1 heure le soir en revenant du travail, et puis tondre des herbes et remettre une petite pierre, replanter un truc. C'est un bien-être de voir qu'on arrive à quelque chose qui soit beau, qui soit ordonné, qui soit fleuri, parce que laisser tout
en jachère ou se laisser pousser comme On ça, l'a juste, fait, hein. juste pour voir, on l'a fait. Ce qu'ils appellent un jardin punk maintenant. On a fait des zones comme ça. Et en fait, ça devient vite un chaos. Envahissant, ouais. Et c'est envahissant. Et en général, il y a les plantes, certaines plantes qui prennent le pas sur d'autres, qui écrasent tout, qui envahissent tout. Il y a des lierres partout. Et puis là, ça détruit tout, en fait, le lierre. Hein. On a aussi oublié de dire, c'est qu'on fait les aromatiques, tout ce qui est absinthe, des fleurs qui ne sont pas forcément connues, de l'hysope. Oui. Et en fait, on en fait des alcools anciens. Ouais. Donc, on a des recettes de nos anciens et on s'essaye à faire ces alcools et on les liqueurs, partage. hein, On les liqueurs. partage. C'est pas toujours réussi. Hein. Voilà. Je tiens à le Mais dire. on commence à avoir le coup de Ouais, main, on va dire. Et on partage avec les amis lors des fêtes. Et c'est toujours agréable de consommer ce qu'on a cultivé, on va dire, créé, que ce soit le vin de noix, on a fait du vin d'absinthe. Voilà. Mais les aromatiques, c'est vraiment très important. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup les fleurs, mais les aromatiques, ça fait partie de mes plantes préférées. Je trouve qu'il y a zéro entretien. Ça demande pas d'eau, ça pousse comme ça. C'est en général bon pour la santé. Thym, romarin, on fait sauge. des infusions aussi, oui. Ah voilà, hein, vous faites un petit sandwich le midi, vous mettez des feuilles de sauge, bah, c'est bien. C'est toujours beau, c'est toujours en fleurs, il y a toujours plein d'insectes qui viennent dessus. Et moi, je trouve que c'est vraiment bien. Les aromatiques, c'est vraiment. Et moi, comme je cuisine beaucoup, j'en utilise beaucoup. Donc, après, c'est une consommation en fait. On sait qu'on ne peut pas s'extraire. De toute façon, on ne veut pas s'extraire de la société non plus. Attention. Hein, oui, on n'est pas des marginaux. Non, on est parfaitement intégrés dans cette société. Mais le monde de la surconsommation, c'est quelque chose qu'on ne veut pas y adhérer. Donc on fait nos courses au supermarché, attention, hein, pas non plus, mais on va acheter ce dont on a besoin, pas plus. Et pour les objets, les meubles, il n'y a rien de neuf. On est beaucoup sur les circuits Emmaüs, trucs éthiques, qui en plus ont une visée à aider les gens dans le besoin. Donc ça, c'est quand même important. Ça nous pose moins de problèmes de consommer comme ça, en fait. Oui. Et puis les vêtements aussi, on aime beaucoup les vêtements anciens, dirons-nous. Et ben, on trouve dans les friperies des vieux tissus. Anémone, elle fait un peu de couture. On va tomber sur des choses qui sont à des prix dérisoires, dans une qualité incroyable, qui n'ont pas été fabriquées par des petits gamins à l'autre bout du monde ou je ne sais quoi. Et en plus pour rien. Donc je pense d'ailleurs que je pense que c'est pas assez encore ancré dans les esprits cette seconde main, même c'est plus que de la seconde main à ce niveau-là. Parce que je pense que des gens qui n'ont pas beaucoup de budget, au lieu d'aller dans des supermarchés ou vous savez même des magasins de grande distribution dont je tairai les noms, qui sont pas forcément chers, mais où ils doivent quand même mettre 15 € dans un pantalon, ce qui est déjà pas cher. Ils vont à Emmaüs, ils l'ont à 2 €. Et c'est un vrai jean. Après oui, il faut prendre du temps, il faut y aller souvent, il faut chercher, il faut connaître ses tailles. Donc ça demande une petite recherche. Mais le porte-monnaie, il voit la différence et puis il y a une logique de consommation qui est différente. Après, l'industrie française du vêtement, elle ne se porterait pas bien avec nous. Hein. Là, on avait été à votre fête du textile et j'ai acheté donc, du tissu motif floral. Ah bah oui. Et c'est vrai que non, c'est une consommation qui nous convient. Et puis d'essayer de faire soi-même, je trouve que ça a une autre saveur. Si je peux dire.